Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'un renard dans la penderie. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Ravelry sous le pseudo Coco la Renarde. Je vous retrouve pour le premier épisode de cette nouvelle année 2023 qui a commencé depuis plus d'un mois. Et je suis contente de revenir malgré le fait que j'aurais préféré revenir plus tôt. Mais bon, le mois de janvier est toujours un peu chargé et c'est pas faute d'avoir eu envie de revenir par ici, mais le calendrier n'a pas voulu. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez... je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite plein de projets créatifs, d'essayer d'en réaliser un maximum, que le bonheur et la joie soient le mot d'ordre pour cette nouvelle année, et puis la créativité aussi, hein, parce qu'on se retrouve un petit peu pour ça. Du coup, je n'ai pas fait le vlogmas cette année. J'ai même publié mon dernier épisode de Vlogtober super tard. Mais comme je l'avais monté, enfin que j'avais commencé en tout cas à le monter, je voulais vraiment finir ça puisque c'était sympa à faire. Alors voilà. Le vlogmas, j'aurais jamais réussi à tenir le rythme, donc pas de regret. Je me dis que lorsque j'aurai un peu plus de temps, je le ferai volontiers parce que j'en ai suivi quelques-uns, pas tous malheureusement, parce qu'il y en avait vraiment plein des super, mais j'arrivais pas à regarder tous les épisodes chaque jour. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je me suis pas engagée sur ça, parce que le Vlogtober, j'étais déjà contente d'avoir réussi à arriver au bout à ma façon. C'est très difficile pour moi de filmer une fois par jour et surtout de faire tous ces montages parce que l'étape la plus longue finalement c'est bien cette dernière. Et j'essaie déjà de faire rentrer 48 heures dans 24, donc il y a un moment où ça rentre plus du tout. Donc voilà, j'ai pas fait de résolution pour cette nouvelle année, mais j'en fais jamais vraiment en fait, hein, parce que je me dis que finalement c'est un peu toute l'année qu'on essaie de se fixer des choses qu'on voudrait améliorer, des objectifs qu'on voudrait atteindre, des choses qu'on voudrait réaliser. Et donc j'ai pas d'objectif particulier, si ce n'est que sur la dernière partie de l'année, donc vraiment le dernier trimestre, en fait j'ai essayé vraiment d'utiliser ce que j'avais dans mon stock, parce que j'ai vraiment beaucoup de bazar. Et j'aimerais bien avoir un stash un petit peu plus, on va dire, équilibré. En tout cas, que ça soit moins le stash de la honte, mais que ce soit en laine et en tissu. Et cela dit, c'est le stage de la honte, c'est pas tellement par rapport au regret d'avoir autant de choses, c'est plus parce que j'ai beaucoup de choses que je trouve très jolies et que j'ai toujours autant envie de tricoter, mais comme dit ma copine Fanny, acheter de la laine et tricoter de la laine sont deux loisirs différents. Je ne peux qu'aller dans ce sens parce que c'est vrai que je tricote pas aussi vite que j'achète. Donc en fait, j'aimerais bien que cette année 2023 soit justement une année de tricot, sans que ça soit du no-buy, sans achat du tout. En tout cas, de pouvoir tricoter un maximum ce que j'ai dans mon stash et qui est déjà associé avec un patron. Plutôt que de tricoter des choses nouvelles avec des laines que j'achète exprès et au détriment de belles laines qui sont déjà là. Alors peut-être qu'il y aura une autre partie un peu blabla, je ne sais pas. Je n'ai absolument rien préparé pour cet épisode. En fait, j'ai vu une petite fenêtre là et je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Donc il sera peut-être long, peut-être que je le couperai en deux, je ne sais pas encore. Je vais essayer de filmer aujourd'hui parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que je serai en mesure de filmer pour la suite. Et puis on verra bien où ça nous mène. Alors je vous propose de commencer au programme des réjouissances, ça fait un petit bout de temps. Au programme des réjouissances, nous aurons de la couture, du tricot, de la broderie. Et c'est déjà pas mal. Je vais commencer par la broderie.
Et je commencerai par les objets finis. Hein. Pour les personnes qui nous rejoignent ici, bah, je vous souhaite bienvenue. Je suis ravie de voir que petit à petit, il y a de plus en plus de monde sur la chaîne. Je vais essayer aussi de faire un petit peu plus de relais sur ces vidéos parce que je vois qu'il n'y a pas toujours... comment dire, on ne voit pas forcément les abonnements remonter. C'est comme ça que j'ai vu sur mes propres abonnements qu'il y avait plein de vidéos à côté desquelles j'étais passée. Donc bah, j'essaierai d'être un petit peu plus je sais pas, communicante. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais bon, je vais essayer. Alors, je vous propose de commencer par les objets finis et par de la broderie. Alors, je suis très contente d'avoir terminé en tout début d'année ce tambour brodé que je vous avais déjà montré. Donc c'était un ensemble de patrons que j'avais acheté sur... alors la marque c'est... Podcast pas préparé. Je vais regarder ça tout de suite. Je me rappelle plus comment s'appelle la créatrice. Donc c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy. J'en ai trouvé des très jolis sur plusieurs boutiques. Et donc celui-ci vient de la boutique Magnus & Quill. Donc c'est une boutique anglo-saxonne. J'avais très envie de me faire des broderies un petit peu par saison. Donc vous voyez derrière moi, nous avons changé de cadre. J'ai essayé de me mettre dans un endroit où j'aurais peut-être un peu moins de reflets. Et puis j'ai acheté une lampe de youtubeuse de compète. C'est le fameux ring light. Je ne l'ai même pas encore allumé finalement. La luminosité n'est pas si pourrie que ça aujourd'hui. Alors peut-être que le fait d'être dans ce coin-là, ça sera mieux. Tout ça pour dire que vous voyez juste derrière moi, il y a déjà 2 tambours que je vous avais présentés, il me semble. Donc il y avait la petite brouette avec les mésanges et puis la petite cage avec la pivoine dedans. Et le troisième que j'avais acheté, donc c'était plutôt une collection des patrons printemps. En tout cas, moi je voyais ça plutôt pour le printemps. La dernière, c'est une pivoine donc dans un vase. Alors c'est un modèle que j'ai beaucoup aimé broder. La plupart du temps, on brode avec 6 fils. Il y a principalement du passé plat. On voit vraiment là, tout ça, ça n'est que du passé plat. On le fait un peu par zone. Et puis après, on a du point de tige ici hein, pour faire les contours et pour faire les tiges des fleurs. Donc comme pour les précédents modèles, pour celles qui avaient déjà suivi, donc c'est très clair, il y a des photos, c'est très bien expliqué, on vous prend par la main. Donc pour les débutants, les débutantes, c'est un modèle qui est tout à fait accessible. Les points sont bien expliqués, je crois même qu'il y a un tuto vidéo, mais que moi j'ai pas regardé, donc je ne sais pas du tout comment ça se présente, mais en tout cas j'irai voir, je pense, à l'occasion. C'est un modèle super sympa. J'ai pris mon temps pour le faire parce que je crois que j'avais commencé en novembre ou en décembre et je l'ai fini là en janvier. Donc voilà, il n'y avait pas d'urgence. En plus, bon, c'était plus trop de saison, mais je voulais vraiment le finir pour pas le laisser en plan parce que c'est assez tentant finalement avec la broderie, mais comme avec le tricot, avec n'importe quel loisir créatif, de commencer plein de choses et puis finalement de laisser un peu en plan parce qu'on est sur d'autres choses en parallèle. Et puis au final, ça reste en attente et puis il y a un moment où on n'a plus forcément envie de s'y remettre. Et j'avais pas envie que ça finisse dans un sac en attente et que ça encombre. Donc du coup, je me suis dit que je préfère en profiter fini. Et donc voilà, donc il ira rejoindre ces 2 copains derrière. Et j'ai acheté d'autres modèles plutôt hivernaux. Je pense que j'essaierai d'en faire un là d'ici la fin du mois de mars, mais quand j'aurai fini celle que j'ai en cours, que je vous montrerai tout à l'heure, ou que je vous montre maintenant. Allez, tant qu'à faire. Bon, je ne vais pas forcément faire tous les objets finis et puis après les choses en cours. Alors, je bois un super thé, ça je voulais vous le partager. Je bois un super thé que m'ont offert mon frère et ma belle-sœur pour Noël, qui s'appelle Countess Grey, tout un programme. C'est un thé de chez Fortnum Mason et je l'adore. C'est un Earl Grey avec de l'orange en plus dedans.
le combo parfait. C'est vraiment mon préféré. Je bois quasiment que celui-là dès que j'ai une envie de thé noir le soir. Et j'ai une très jolie tasse de chez Minimaki que j'avais prise pour Noël et que j'ai offert à Arnaud. Mais nous, les tasses, on les mélange un peu et puis voilà. J'ai choisi celle-ci pour aujourd'hui. Alors, je voulais vous parler du modèle de broderie que je suis en train de faire en ce moment, toujours dans ma super jolie pochette. Alors, il s'agit d'un patron de broderie de renarde endormie. Alors, je vais vous montrer ça. Ça va faire un petit peu de bruit. Voilà, renarde endormie. Alors, renarde endormie, en fait, c'est une marque qui fait des patrons de broderie. Il y a aussi des patrons de crochet. Et elle fait aussi des petits aimants à aiguille. Et donc j'ai choisi ce modèle qui s'appelle donc les renards amoureux, je crois. Voilà. Et donc je l'ai commencé il y a un petit bout de temps. Voilà, il est là. Donc j'ai fait quasiment toutes les fleurs et il me restera les deux petits renards qui sont là. Un là, et puis ces petites feuilles là. Et puis sinon tout le reste est bon. Et j'en profite pour montrer le super joli aimant à aiguille de chez Poussière d'étoiles que mon amie Élise m'a offert et qui va parfaitement avec cette broderie. Donc c'est aussi pour ça que j'avais très envie de la commencer celle-ci parce qu'elle est peut-être plutôt automnale, mais les petits renards et puis les petites fleurs, je trouvais ça vraiment sympa. Pareil, alors c'est donc il y a tout un petit livret que j'ai acheté donc sur sa boutique. Donc dedans vous avez le modèle à reporter à échelle, voilà, échelle réelle. Vous avez aussi une feuille avec les coloris suggérés. Après moi j'ai adapté en fonction un peu de ce que j'avais. J'ai pas acheté de fil exprès parce que j'en ai déjà pas mal. Donc j'ai modifié quelques couleurs et voilà, ça me va très bien. Je trouve que l'harmonie des couleurs est plutôt pas mal. Et donc après vous avez des explications des points qui vont être utilisés et vous avez un pas à pas pour remplir le motif. Donc c'est la première fois que je brodais un de ces modèles. Pareil, pas de difficulté particulière, ça ressemble beaucoup à ce que fait Magnus Quill. Là vous avez du passé plat qu'on va utiliser pour faire vraiment le remplissage par exemple des feuilles, le point d'araignée qu'on va utiliser pour faire ces magnifiques roses, du point, comment il s'appelle celui-ci, le point de nœud, c'est ça, le petit point de nœud en fait ça fait une jolie texture au milieu là, au milieu de la fleur. Et puis après on va avoir un point, alors celui-là je me rappelle jamais comment il s'appelle. On a du point de tige et on a, alors que je le retrouve, est-ce que celui-ci j'hésite toujours un peu. Ah c'est celui-là, le point d'arête. Voilà, le point d'arête en fait ça fait un très joli rendu sur les petites feuilles. On le voit bien ici. Voilà, sur ces feuilles là c'est du point d'arête. Voilà. Donc pour des débutantes, ça me paraît tout à fait accessible. Pour décalquer le modèle, moi j'utilise une tablette lumineuse que j'ai qui est en format A4, voilà, que j'ai trouvé sur Amazon. J'ai pas forcément trouvé ça dans les magasins à proximité, donc du coup j'ai fait un peu au plus simple, j'avoue. Et c'est très bien, enfin elle me convient très bien. Je crois que j'ai dû payer ça 30 € je pense. Il y a 3 variations de lumière, donc plus ou moins intense, et en général moi j'utilise le plus intense, comme ça je vois vraiment bien le motif, et puis c'est voilà, c'est bien comme ça. J'utilise un stylo friction. C'est le fameux stylo qui s'efface à la chaleur, donc une fois que j'ai fini ma broderie, que j'enlève
le cercle à broder, en fait je passe un coup de fer sur l'envers de la broderie. Et là j'ai déjà découpé, donc en fait je vous montrerai ça à l'occasion, j'ai un petit outil en fait pour ajouter des marges de couture. Je vous montrerai, c'est un petit outil que j'ai trouvé chez Rascol. Et en fait, c'est bien pratique bon, pour décalquer les patrons qui n'ont pas les marges de couture inclus. Mais du coup, pour les broderies, c'est pas mal aussi parce que là, du coup, j'ai mis une petite marge qui sera suffisante pour faire une couture autour, resserrer. Et du coup, ça fera une finition comme sur ce tambour-là. Là, c'est pas une finition ultra soignée, mais je trouve que c'est pas mal du tout. Après on peut tout à fait, ce que je fais moi en général, si je veux cacher l'arrière, je découpe un cercle de feutrine et je viens encoller tout le tour du tambour et je mets la feutrine par dessus. Ça fait une finition vraiment nette et ça évite de voir par transparence quelquefois les fils derrière, quoi. Donc du coup, j'ai déjà préparé la broderie comme ça. Donc c'est assez rapide à faire aussi. La plupart du temps, on utilise les 6 fils. Donc c'est-à-dire qu'en fait, sur votre échevette, hein, vous avez... ça se présente... voilà. Je vais attraper une échevette qui tient la route. Voilà. Donc, c'est un petit peu le bazar, ça. Voilà. Donc sur une échevette, vous avez un fil, voilà. Le fil ici est composé de 6 fils plus fins. Et donc en fait, on vous indique dans les explications, en tout cas voilà, sur ça, après vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, le nombre de fils à utiliser en fonction des motifs. Donc évidemment, plus le motif est petit, mieux c'est d'avoir une aiguille plus fine. Et donc, quand on va vous dire que là, on utilise 2 ou 3 fils, en fait, on vient séparer les fils sur le brin principal. Et puis, en fait, on va broder avec ces 2 fils-là. Et en fait, après, donc, vous allez pouvoir utiliser les autres fils de même. Donc voilà, après une aiguillée, moi en général, je trouve que c'est plutôt pratique quand c'est en échevette comme ça. Parce que pour avoir une aiguillée d'une longueur... on va dire confortable, il suffit juste de tirer 2 fois le fil, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir 2 fois cette longueur là, et en général c'est suffisant, donc ça fait un petit peu plus que cette longueur là, et du coup après c'est bien, ça vous évite de faire des trop grands gestes, et en même temps ça vous évite de faire 2 motifs et de devoir couper et reprendre une aiguille. Donc voilà, après, alors je sais qu'il y a... on dirait un académisme de la broderie qui fait que normalement on fait pas de nœuds. Moi j'ai pas envie de m'embêter. Et puis au final, l'inspection de la broderie ne viendra pas voir l'arrière de mes tambours. Et en général, je fais un petit point pour commencer. Ça m'évite de devoir laisser un trop de fils qui traînent. Et puis après, je viens recouper. Je coince. Par contre, quand j'ai fini mon motif, je viens coincer mon fil à l'arrière des motifs brodés. Et du coup, ça évite d'avoir trop de fils qui se baladent. Voilà, c'est à peu près propre. Selon mes critères, évidemment. Et puis, je suis pas une grande perfectionniste parce que au bout d'un moment, ça me prend beaucoup trop d'énergie. Je préfère faire des nouvelles créations, quitte à ce qu'elles ne soient pas parfaites, plutôt que de passer trop de temps sur une seule création et puis de me sentir frustrée. Donc en fait, j'ai lâché prise sur ce genre de choses-là. Voilà, c'est peut-être pas toujours parfait, mais c'est pas grave. Et ça va très bien. Alors, je voulais aussi vous parler des petits accessoires parce que... ça, c'est à cause de Ludivine Rose, Rosée Baldelaine, dont je regarde des podcasts avec gourmandise. Hein, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, il y a quelques podcasts comme ça que je suis et qui sont vraiment très réguliers. Et donc à chaque fois, je dis « Oh, super, chouette !» Je vous ferai peut-être un partage une fois des podcasts que j'aime beaucoup regarder. Alors, je pense que ça vous apprendra rien de nouveau. Il y a de fortes chances quand même que vous regardez les mêmes que moi. Et voilà, et puis je vous proposerai peut-être aussi les podcasts anglophones que j'aime regarder, puisqu'il y en a quand même quelques-uns. J'en connais pas énormément non plus, mais ceux que j'ai découverts et que je continue à regarder aujourd'hui, je
je me dis que peut-être ça peut vous intéresser. En tout cas, c'est possible d'avoir les sous-titres dessous, donc pourquoi pas. Alors, à cause de l'huile fine rose, j'ai découvert la marque Bleu de Toile, je crois que c'est Bleu de Toile, qui fait des petites box avec des accessoires de broderie et de tricot. Et j'ai craqué à l'automne dernier pour une box dont je ne me rappelle même plus le nom, mais je crois que je l'ai filmée. Donc il y aura probablement des petits inserts un peu en mode vlog, parce que j'aime vraiment beaucoup faire ça et je trouve que c'est une meilleure façon aussi que de vous les présenter en parlant en même temps. Mais voilà, j'avais pris cette petite collection là, donc avec un petit aimant aiguille. Voilà. Donc il se présente comme ça, c'est un petit cabochon avec un aimant. Voilà, donc on vient, je vais vous montrer, on vient placer l'aimant de part et d'autre du tissu, voilà, comme ça. Et donc en fait après on peut accrocher des choses, donc des aiguilles sur le cabochon. Et en fait il y avait aussi dans cette petite box broderie un anneau à fil. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, en tout cas un anneau à fil. Donc en fait j'ai mis mes petites bobinettes là de fil. Donc en fait ça me permet de, quand les échevettes sont bien entamées et que les petites étiquettes ne tiennent plus autour, en fait je les mets sur des petites bobinettes comme ça là. Et là j'ai commencé à mettre les numéros des coloris au fur et à mesure. Comme ça quand j'arrive au bout, ça me permet de pouvoir recommander ou de pouvoir racheter si je trouve la couleur en magasin, et de pouvoir réutiliser en fait ces petites cartonnettes là, parce que c'est pas que ça coûte très très cher, mais je me dis que ça fait un peu du gaspillage si on les change trop régulièrement. Et j'étais en train de me dire, j'avais très très envie de me faire des petites choses comme ça, peut-être en balsa. J'ai une Cricut Maker et j'aimerais bien trouver des planches de balsa pour faire des petits comme des petites cartonnettes, mais un petit peu plus rigides, et quitte à pouvoir les peindre, je pense que ça pourrait être un truc un peu sympa à faire. Et donc du coup, vous voyez, c'est un anneau avec une attache qui se visse, et on a des des petites breloques très sympas. Et alors, moi je me suis rendu compte que si je mettais l'aimant aiguille comme ça, en fait, je peux accrocher l'anneau. Alors attendez, je vais vous montrer ça. C'est un petit truc, mais ça me met en joie. Alors je le partage avec vous. En fait, je me suis rendu compte que comme l'anneau est métallique, en fait, il s'accroche ici. Donc en fait, dans mon sac, ça me permet d'avoir mon anneau pas trop loin quand je suis en train de broder. Et voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la broderie. J'en ai fini avec la broderie. Alors, je vous propose de parler un petit peu couture maintenant, parce que j'ai réussi à coudre quelques petites pièces. Entre le mois de décembre et le mois de janvier. Et donc ça va être l'occasion de vous montrer, je vais peut-être vous les montrer dans l'ordre. Alors, celle-ci, je ne vais pas pouvoir vous la montrer sur Paulette, c'est pas Paulette. Je ne sais plus. Sur Georgette. Alors, je peux pas vous le montrer sur Georgette parce que Georgette n'a pas tout à fait la même morphologie que moi, et en fait c'est plus compliqué de le passer puisqu'elle n'est pas molle. Elle est très rigide, donc du coup comment dire, je peux pas le faire passer sur elle. Mais il s'agit, donc je vous mettrai le dessin technique, comme ça vous permettra de mieux voir, parce que là franchement voilà. Alors il s'agit de la robe Cléo, qui est une robe salopette de la marque Tilly and the Button. Donc c'est une robe salopette, voilà, toute simple, avec, je vais vous montrer le dos, voilà, avec une petite fente à l'arrière. C'est une cata. Alors je suis vraiment désolée pour celles qui me suivent sur Instagram. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai plus partagé de photos de mes
de mes cousettes. Alors la raison, elle est assez bassement matérielle, c'est qu'en fait je n'ai pas vraiment d'endroit où prendre les photos actuellement. Je le faisais auparavant dans le jardin, ce qui était très très bien parce que j'avais des endroits un peu sympas pour aller prendre des photos. Je pouvais faire ça un peu rapidement. Et depuis que nous sommes dans le nord, nous avons un mini carré de jardin, mais qui n'est pas terrible, parce qu'on est dans location. Et en fait, ça me donne pas du tout envie d'aller faire des photos. Donc ça fait un gros bout de temps que j'en ai pas fait. Et en intérieur, j'arrive pas à avoir une bonne luminosité, j'arrive pas, enfin je suis pas contente du résultat. Donc en fait, je ne prends plus vraiment de photos. Ce qui est bien dommage parce qu'en fait, je porte vraiment beaucoup ce que je couds et ce que je tricote. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous montrer. Donc aujourd'hui, je porte ma jupe brune que vous ne verrez pas trop, mais que je vous ai déjà montré, hein, qui est noire, qui commence à être un petit peu délavée. Je pense qu'il va falloir que je la reteigne. Et mon gilet Sophie B tricoté en un fil que j'avais fait pour cet été et que j'aime bien porter par-dessus. Et puis en dessous, c'est une marinière Armor Luxe voilà, que je n'ai pas tricoté du coup. Bref, tout ça pour dire donc je me suis cousu cette petite robe salopette. Alors je l'ai cousue dans un velours Milleray, voilà, qui est assez fin, que j'ai trouvé sur le site Pretty Mercery je pense, avec un joli avec le joli petit pins de Longue avec Anya qui va super bien avec je trouve. Donc je l'ai cousu dans un velours Milleray. C'est un patron que j'ai acheté au format PDF, donc je me suis j'ai eu le grand plaisir d'assembler les différentes feuilles A4 pour le faire. Alors c'est une robe qui se fait en 3 parties, donc en 3 un peu plus. Il y a une partie devant. Il y a 2 parties devant et 2 parties dos. Donc on vient assembler au milieu, on vient devant, on vient assembler au milieu derrière. On a une petite parmenture qui vient faire un peu la propreté là sur le côté. Et puis 4 fois les bretelles, 2 fois chacune. Il y a plusieurs finitions possibles. Alors on peut soit mettre des boutons, soit mettre des attaches classiques de salopette, hein, celles qui se clipsent. Moi j'ai choisi, de faire des boutons et on a 2 longueurs. Donc 2 longueurs de robe possibles. Donc une longueur qui arrive à mi-mollet et puis une longueur au-dessus du genou. Et moi j'ai choisi mi-mollet parce que voilà, pour l'hiver je trouve que c'est pas mal du tout. Et donc j'ai choisi un velours Milleray coloris sauge je crois, ou tilleul, enfin quelque chose comme ça. Pour les boutons, j'ai utilisé des ravissants boutons de chez Atelier Camélire en noir que j'ai acheté au CSF cette année pour les étapes de couture. Hop, je vais poser ça là. Pour les étapes de couture, donc rien de très compliqué. Ah oui, si j'ai oublié, vous avez aussi plusieurs options de poche. Moi, je trouvais que la poche ventrale, là, en tout cas devant, haut, c'était sympa. Ça me rappelait un peu les salopettes d'enfants. Hein. C'est un petit côté un peu, voilà, un peu nostalgie. Mais vous avez la possibilité de mettre 2 petites poches en bas. En plus de celle-ci, évidemment, vous pouvez mettre celle-ci plus 2 petites poches en bas devant. Et il y a aussi des poches arrière. Donc moi, j'ai pas mis de poche arrière, mais j'avoue que c'est quand même bien pratique d'avoir des poches. Donc je pense que je pense que je referai une version que je garderai la poche devant et que je mettrai des poches dans le dos, des poches dorsales. Donc vraiment très facile à faire. Je pense que c'est tout à fait accessible pour des débutants. La seule modification que j'ai faite, c'est que j'en avais parlé avec une copine tricot de Lille, Sophie, qui l'a déjà cousu et qui m'avait dit méfie-toi, ça taille un peu grand. Et comme moi je suis entre plusieurs tailles, en fait j'ai hésité un petit peu parce que là il y avait les mesures, je crois qu'il y a bien les mesures vêtements finis sur ces patrons là. Je vais regarder ça tout de suite.
il me semble. Alors là, je ne le vois pas sur celui-ci, mais ou en tout cas, je ne sais plus s'il y avait les mesures finies, mais si vous suivez voilà, mes aventures depuis un petit moment, vous savez que je suis entre plusieurs tailles. Donc quand je fais de la couture, j'ai tendance à grader entre plusieurs tailles. Oui, voilà. Donc dans les patrons de Tilly and the Buttons, donc ça c'était des anciens patrons, enfin des anciens. Ils existent encore, mais les anciennes pochettes. Je suis pas sûre qu'elles se présentent encore comme ça. Donc c'est pas le patron de la robe, mais c'est un patron de la même marque. En général, elle met les mesures du vêtement fini. Donc ça c'est super pratique. Et c'est pas le cas dans tous les patrons de couture. Donc lorsqu'ils y sont, c'est très appréciable quand on est comme moi entre plusieurs tailles. Parce que ça permet de savoir si ce qu'on va découper comme taille, en gros. Donc je crois que j'ai pris la taille 38 partout, puisqu'en fait elle prévoyait de l'aisance au niveau des hanches et de la taille. Donc en fait moi mon souci c'est que au niveau de la taille je fais un 40, mais au niveau des hanches je fais un 36, selon la plupart des tableaux de mesure des patrons de couture. Donc en fait, ma grande question c'était est-ce que je gratte entre le 40 et le 36 Et finalement, en fait, je suis restée sur le 38 tout du long. Et j'ai fait des marges de couture un petit peu moins larges que celles qui étaient recommandées. Donc je crois que c'est une marge de couture d'1,5 cm. Je crois que je n'ai fait qu'1 cm. C'est pile poil. Moins ça aurait été trop serré, plus... Si j'aurais pu faire peut-être encore 0,5 de moins et ça aurait été un petit peu plus confort. Mais franchement, je suis très contente du fit. Donc du coup, si jamais vous êtes tenté par ce modèle, n'hésitez pas à regarder le tableau des mesures finies. Regardez bien par rapport à vos propres mesures avant de choisir la taille. Et sachez que du coup, là pour la taille, qui moi est en gros le point sur lequel je suis obligée de faire je peux pas me passer d'un ajustement, c'est sur la taille, parce que comme j'ai une taille a priori plus large que ce que prévoient les patrons, si jamais je prends que la mesure haut ou que la mesure bas en compte, j'aurai forcément un problème pour fermer à la taille. Donc là, c'est pas nécessaire puisqu'en fait, la robe, les coutures du bas arrivent ici, donc vraiment au niveau du haut des hanches, ce qui fait que ça ne serre pas suffisamment à la taille pour que ça soit gênant. Je suis super contente de cette robe. Alors, peut-être que cette couleur-là n'est pas celle qui me met le plus en valeur, donc du coup, si je la mets, je mets du noir en dessous et c'est très sympa. Mais c'est vrai que là, je suis en plein dans une réflexion colorimétrie, hein, parce que je me suis rendu compte vraiment qu'il y a des couleurs qui me vont beaucoup moins bien. Alors, la fatigue n'aidant pas, et puis aussi les cernes, tout ça, au bout d'un moment, ça donne d'autres couleurs finalement sur le visage. Donc ça change aussi, mine de rien. Les couleurs qu'on porte changent aussi par rapport à ça. Hein. Quand on a des cernes comme moi, un petit peu marron sous les yeux, forcément, il y a des couleurs qui les font encore plus ressortir, et celles-ci en fait un peu partie. Donc, je garderai en tête que si je veux porter ces couleurs-là, il vaut mieux que je les porte en bas plutôt qu'au niveau du visage. Cela dit, ça ne m'empêche absolument pas de la porter, et j'aime beaucoup la porter avec un collant noir épais, un t-shirt noir et puis mon pull génoise noir aussi. C'est un ensemble que je trouve très très sympa, et je me disais justement que j'aimerais bien peut-être faire un pull un peu plus fité, parce que le génoise est assez ample au niveau du corps, il est loose. Un pull plus fité justement pour pouvoir le porter un peu plus près du corps sous la robe. Et j'ai aussi envisagé de faire un gilet dans l'idée un peu du Sophie B en noir à mettre par-dessus, et je pense que ça serait super. Donc ça, je le garde en tête pour les prochains achats, les prochains tricots que je pourrais prévoir. Donc la clé au dress de Tilly and the Buttons. Donc là, elle va pouvoir partir au sale parce que je l'ai récupéré in extremis, et j'ai même vu qu'il y avait du crayon orange dessus, parce que ce qui paraît des enfants dans cette maison. Alors la deuxième cousette que j'ai faite, alors là je vais peut-être pouvoir
éloigner un tout petit peu que vous puissiez la voir. Et je vais soulever Georgette. Voilà. Alors, il s'agit de la jupe Lisette de Liz Taylor. C'est un kit que j'ai acheté au CSF aussi cette année. Sur leur stand, elles proposaient ce petit kit dans un petit carton. Je ne sais même plus si je l'avais mis dans un vlog ou pas. Je ne sais plus. Peut-être que j'ai filmé, je vous montrerai un peu, mais en fait j'ai eu beaucoup de mal au mois de novembre et décembre à faire des photos potables de mes achats. À chaque fois la lumière était pourrie et du coup ça m'a coupé l'envie de faire des photos et de les partager. Donc j'avais craqué pour ce joli motif un peu pivoine. Ça me faisait beaucoup penser à la marque Riffle Paper Co. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une marque américaine qui fait des super tissus, mais aussi de la papeterie, des illustrations. Et donc en fait, je trouvais que le motif était très sympa et j'aimais bien aussi les couleurs, mais pareil, ce sont des couleurs qui a priori ne me vont pas forcément au teint. Donc plutôt que de prendre un métrage pour faire une robe, j'ai plutôt opté pour une petite jupette. Alors sachant que je n'ai pas de petite jupette comme ça dans ma garde-robe, c'est-à-dire des jupes élastiquées toutes simples. Et donc en fait, c'était l'occasion. Donc c'est un patron débutant, c'est vraiment prévu comme ça. Il y a 2 pièces à découper, 2 grands rectangles. Et ensuite c'est de l'assemblage. Et donc je vais vous montrer un petit peu au niveau des finitions. Donc moi je vais vous rapprocher. Voilà. Donc au niveau des finitions, c'est voilà, c'est très simple. Hein. Moi j'ai fait un surjet sur tous les côtés de ma jupe. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Sur les côtés ici. Il y a un petit ourlet tout simple. Et ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est ce petit finalement ce petit côté un peu, je sais pas si on peut dire paper bag, en tout cas le petit plissé au-dessus. Donc on n'a pas directement l'élastique, on a une petite voilà, un petit détail un petit peu, voilà, un peu sympa. On vient passer un gros élastique là-dedans qu'on met à ses mesures et c'est plié. Donc en termes de temps de couture, c'est ultra rapide. C'est une couture express. En gros, entre le temps de découpe du patron, du découpe du tissu et d'assemblage, je pense que ça prend 3 heures grand maximum si on prend bien son temps, si on découpe, enfin si on, comment dire, on reporte le patron sur du papier à patron. Là moi j'ai découpé directement le patron, hein. C'est un truc que je ne fais jamais, mais en fait sur un patron comme ça, comment dire, si jamais je devais l'allonger pour une taille au-dessus, en fait ça serait très simple de rajouter quelques centimètres et ça irait très bien. Là on passe forcément sur un fit très précis, hein. C'est vraiment des grands voilà, 2 pans plissés. Donc au final on peut assez facilement l'adapter. Donc j'ai coupé directement la planche. Je l'ai coupée en taille 38 je crois. Ah, c'était peut-être S, M, L. Je crois qu'il y a 3 ou 4 tailles dedans. J'ai dû couper la 2e ou la 3e taille. Donc dans tous les cas, soit une taille M, soit une taille 38-40. De toute façon, c'est toujours comme ça. Et du coup, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la mesure avec l'élastique. En fait, donc dans la box, j'avais le tissu, la bobine de fil assortie, la planche et puis l'élastique, donc la bonne quantité d'élastique, je crois, pour toutes les tailles. Et j'ai reçu les instructions par mail. Donc les instructions par mail, très claires, il y a des petits pas à pas. Bon, je suis plus à un niveau de couture de débutant, donc j'ai regardé vraiment très rapidement les étapes d'assemblage, mais voilà, si on débute en couture, ce modèle est parfait puisqu'on est vraiment pris par la main. Il y a vraiment des petites photos, il y a des petits encarts explicatifs et il n'y a absolument rien de complexe.
Donc c'est une petite jupe que j'ai déjà portée à plusieurs reprises. Pareil, vous voyez que là elle est un petit peu froissée parce qu'elle a été portée. Le tissu est il est très agréable, hein, il n'a pas bougé. Je l'ai passé en machine avant de le coudre. Il est ni trop glissant, ni trop lourd. Enfin, c'est une viscose super. Pareil, ça je le porte avec mon pull génoise, hein, pas mal. J'aimerais bien me tricoter un pull blanc. Alors j'avais pris de quoi faire un modèle de nalle. Avec des laines de Maison Corlaine. C'était dans son livre Maille que j'avais trouvé ce beau modèle. C'est un pull un peu texturé avec des manches, je crois, légèrement chauve-souris. Et je me dis que ça irait super bien avec ça. Donc voilà, ce sera une petite cousette qui pourra être assortie avec un des modèles que j'ai prévu et dont j'ai la laine en stock. Donc voilà, du coup ce petit modèle super simple et vraiment pour les débutantes en couture, c'est vraiment, enfin cette petite box elle est super. Et il y a tout ce qu'il faut dedans, on s'embête pas et vraiment, voilà, vraiment c'est très satisfaisant. Et du coup comme j'étais partie sur une couture lisse Taylor, j'ai continué. Mais cette fois-ci c'est pas un vêtement, c'est un accessoire. C'est le sac week-end. Alors, c'est un grand sac. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme. Et il est parfait. Je m'en suis servie il n'y a même pas hier, avant-hier. Alors, c'est un kit que j'avais acheté il y a au moins 2 ans. En fait, j'avais imaginé que ça pourrait être le sac pour la maternité, pour mettre les vêtements lorsque j'étais enceinte d'Azélis. Sauf que je n'ai pas du tout eu le temps de le coudre avant mon accouchement et que j'ai pas eu le temps de le coudre et c'était pas forcément dans mes envies prioritaires en termes de couture. Mais comme je suis dans une démarche de vider un petit peu mes stocks accumulés, ça faisait un petit bout de temps que que je voyais le petit pochon et tout était déjà prêt dedans. Donc c'était un petit pochon en tissu dans lequel j'avais toutes les pièces de molleton, de tissu principal et de doublure qui étaient déjà découpées. Il n'y avait plus qu'à assembler. Et ça c'est génial. C'est génial parce que moi ce que je préfère dans la couture c'est vraiment l'assemblage. C'est pas la partie découpage et report du patron qui me plaît, c'est vraiment l'assemblage pour découvrir on va dire des nouvelles techniques, mais surtout pour avoir un objet fini. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc pareil, dans le kit il y avait le fil de la même couleur que le tissu, le fil doré pour faire le matelassage et la fermeture éclair. Et j'aime beaucoup ces petites fermetures éclairs là, cuivrées avec ce gros anneau là. Je pense que je vais rajouter des petites breloques ici. Donc c'était une collection voilà, qui date un petit peu, hein, comme je vous dis, c'était il y a au moins 2 ans, hein, puisque c'était bien avant la naissance d'Azélis, voire peut-être 2 ans et demi. Hein, donc je me rappelle même plus, je sais même plus comment s'appelait ce tissu là, mais voilà. Du coup c'était un tissu que j'avais trouvé sympa. Donc dans le kit on a aussi le livret avec toutes les étapes d'assemblage. C'est vraiment du pas à pas. Alors je n'avais jamais vraiment cousu de sacs. Enfin, je crois que j'avais jamais cousu de sac auparavant. Enfin, des sacs vraiment comme ça. Donc j'étais très contente de pouvoir m'y essayer. Et j'étais bien contente aussi qu'il y ait toutes les étapes parce que finalement on se retrouve avec beaucoup de pièces. Donc je vais vous montrer. On a un petit matelassage. Alors je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais ici c'est matelassé au fil doré. Sinon il faudra me croire sur parole. Je vais peut-être allumer la lumière. Alors, évidemment, hop. Ma fille a tout touché. C'est peut-être mieux. Vous me direz ce que vous pensez de cet éclairage de youtubeuse. Parce que
c'est la première fois que je l'utilise. Vous n'hésitez pas à me dire aussi si voilà, il y a des choses que je peux améliorer sur mes vidéos. C'est vrai que je ne pense pas forcément à vous le reproposer. Mais ça m'aide beaucoup en fait d'avoir vos retours et d'avoir des petits messages sous les vidéos. Alors, si ça vous a plu, c'est super cool. Mais si en plus vous avez des attentes, des envies, des suggestions, bah oui, alors par contre on va avoir le petit anneau qui se reflète dans mes lunettes. Mais n'hésitez pas à me le dire parce que je me suis rendu compte que mes vidéos étaient très très sombres à certains moments. Donc ça, la luminosité du nord fait que on ne peut pas toujours profiter de la lumière naturelle. C'est vrai que j'ai un petit peu d'éclairage chez moi, mais je suis plutôt éclairage tamisé que éclairage d'hôpital. Donc du coup, j'ai pas, ça aide pas forcément à y voir mieux. Donc surtout, n'hésitez pas quand vous avez voilà, des remarques à me faire, ça permet d'augmenter aussi la qualité des vidéos et bah, moi-même j'apprécie de regarder des vidéos que comment dire, sur lesquelles je vois bien ce qui m'est montré. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que sur les dernières vidéos c'était un peu sombre, mais entre mon écran, le montage, au bout d'un moment je vois plus rien. Donc voilà, je vous présente toutes mes excuses si jamais ça a été un peu désagréable auparavant. En tout cas voilà, maintenant je vais essayer de prendre un matériel un petit peu plus adapté. Si les reflets dans les lunettes hautes ça vous gêne, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi. Hein. Je peux enlever mes lunettes, je les garde par confort, mais je suis pas myope. C'est juste que ça cache aussi avantageusement les cernes, j'avoue. Bref, tout ça pour dire, peut-être que maintenant vous verrez un petit peu mieux le côté doré. Ah, on le devine un petit peu. Voilà. En tout cas, on matelasse toutes les pièces les unes après les autres avant de faire l'assemblage. Donc on a 2 rectangles pour faire le haut, on a 2 rectangles pour les 2 faces, on a 2 rectangles pour les côtés, on a un rectangle en dessous qui n'est pas matelassé pour le coup. Et puis ensuite, à l'intérieur, c'est pareil, on a une doublure. Donc il est entièrement doublé ce sac. Donc j'ai pas encore fait les petites finitions à la main ici, il faudra que je le fasse. Mais voilà. Il est tout frais, il est sorti de sous la machine il y a 3 ou 4 jours. Donc c'est vraiment tout frais. Alors, la couture d'accessoires, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus dans la couture. J'aime bien en faire de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai plutôt le côté utile du vêtement, et puis c'est plus le vêtement qui me plaît parce qu'on va pouvoir l'assortir, le porter, etc. Mais j'ai beaucoup aimé faire ce projet-là. Alors ça, je l'ai fait en plusieurs jours, hein, parce que moi j'ai pas des temps de couture très long devant moi. C'est rare que je puisse faire plus d'1 heure, 1 heure et demie de couture avec les enfants qui me tournent un peu autour, qui passent sur ma machine, Azilis qui essaye de mettre ses doigts sur mon pied de biche, enfin bref. En gros, ce ne sont pas des sessions de couture très confortables. Donc j'essaye de faire par petites étapes et donc je l'ai fait sur 3 ou 4 sessions de couture. Donc c'est quand même quelque chose qui va relativement vite. La petite difficulté dans le matelassage, c'est le fil. Le fil métallisé, en fait, ça se casse pas mal. Donc on vous donne des conseils, notamment pour gérer la tension de votre fil sur la machine, etc. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de le casser. L'autre chose, c'est que vous avez à certains endroits des grosses épaisseurs de tissu. Et j'ai cassé au moins 2 aiguilles. Parce que la première fois, j'avais oublié de changer mon aiguille pour une aiguille plus grosse. Parce que d'habitude, je couds avec des aiguilles plutôt taille 60, enfin, des aiguilles 60 ou 70. Et là, clairement, pour fixer la doublure, je suis carrément passée sur des aiguilles 80. Pour avoir des aiguilles un peu costauds qui puissent bien pénétrer les différentes couches de tissu. Donc si jamais vous devez coudre des choses comme ça, faites bien attention à vos numéros d'aiguilles parce que c'est vrai que là j'en ai cassé 2. Alors une bêtement, une autre, bon c'est vraiment parce que j'étais sur une grosse épaisseur de tissu et en fait je suis montée encore d'une taille d'aiguille. Donc vraiment n'hésitez pas, faites éventuellement un petit test voilà, auparavant si vous voulez vous assurer voilà, de pas perdre trop de matériel en route. Donc le matelassage c'est un petit peu
C'est un peu délicat, mais franchement, rien de compliqué. C'est juste de faire attention, de prendre un peu son temps pour que le fil ne casse pas trop vite ou pas trop souvent. Les étapes de couture sont bien expliquées, il y a un pas à pas, avec des photos, avec des petites astuces aussi. Donc ça c'est super, parce que je ne suis pas une débutante en couture, mais pour l'assemblage de sacs, c'était ma première expérience. Il y a des petits détails sympas, donc dedans il y avait aussi une petite étiquette. Voilà, moi je l'ai mise plutôt sur le dos. J'ai fait une petite erreur en montant la poche, en fait j'avais pas bien compris, ou j'ai lu trop vite les explications. Et en fait, j'ai fait des coutures ici. En fait, normalement, la poche, on laisse les bords accrus ici et on vient mettre la bretelle par-dessus. En fait, ça fait la propreté. Et en bas, on laisse accru aussi. En fait, c'est pris dans la marge de couture. Donc là, je me suis un peu embêtée pour rien. Je me suis rajouté un peu de l'épaisseur et de la difficulté. Mais bon, franchement, c'est pas grave. Voilà. Donc ça fait une petite poche comme ça qui est doublée elle aussi. Voilà. Que vous dire d'autre? Voilà, la seule chose, c'est qu'on est sur du tissu, ce qu'on appellerait du tissu d'ameublement. Donc là, le tissu d'ameublement, c'est plus épais. Donc il y a un moment où on se retrouve vraiment avec des grosses épaisseurs. Donc voilà, le tout, c'est de prendre son temps. Pareil, pour fixer la doublure, prendre aussi son temps. Vous voyez, moi, j'ai pas encore complètement fini de tout mettre. Mais franchement, je suis plutôt contente du résultat. J'avais fait une boulette au départ, bien appliquée à mettre ma fermeture éclair sur les hauts. En fait, j'avais pas pensé que à un moment, il faudrait faire les coutures sur les côtés. Donc c'est au moment où j'ai commencé à assembler toutes les pièces pour faire cette forme rectangulaire là, que je me suis rendu compte qu'en fait j'allais avoir un endroit où j'allais être obligée de coudre sur la fermeture éclair et un endroit où j'aurais un gros trou finalement parce que j'avais mis les débuts de la fermeture vraiment au bord du tissu. Donc là il me serait resté un gros trou. Je me suis armée de mon découpette et j'ai tout recommencé. Donc ça pareil, erreur bête, mais on n'y reprendra plus. Voilà, donc ça c'était mon super sac week-end que je vais utiliser, je pense, vraiment très rapidement. Enfin, que j'ai déjà utilisé, mais que je vais utiliser régulièrement parce que c'est vous voyez, c'est vraiment un grand format. Il fait ma largeur, on a vraiment de quoi mettre plein de choses dedans. Et ça, on aime. Avoir des sacs blindés qui pèsent 3 tonnes. Pour la couture, j'ai un autre projet à vous montrer et ça fera une transition parfaite avec le je reviens parce que je l'ai oublié. Une transition parfaite, comme je vous le disais, puisque ça va me permettre de faire le lien entre la couture et le tricot. Alors, si vous avez suivi mon Vlogtober, je pense que c'était dedans, j'avais commandé chez Rosaline et Suzanne la box d'automne dans laquelle il y avait ce magnifique tissu avec des renards. Je crois que la marque c'est Dashwood Studio, mais je ne suis pas sûre. Que je trouve vraiment ravissant. J'adore les couleurs. C'est là ce que vous voyez à la caméra, c'est ce que j'ai vraiment sous les yeux. Donc c'est des couleurs vibrantes. C'est un super joli coton. Alors, c'est un semi-fini parce qu'en fait, je voudrais changer. Ça, c'est temporaire. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur au niveau du montage ici. Parce qu'en fait, selon le patron, on doit se retrouver avec un revers ici, mais qui se trouve être l'envers du tissu. Moi, je trouvais ça trop dommage. Et donc en fait il faut que je défasse le haut parce qu'ici j'ai fait une petite erreur en fait dans le montage. Bref, dans tous les cas, il faudra juste que je change ça, mais c'est rien du tout. Donc je changerai ça bientôt et je ferai une fermeture plus adaptée, donc avec un cordon qui passe dans ce sens-là et un autre dans ce sens-là, qui me permettra de bien serrer de chaque côté et de ne pas avoir à faire ça. Voilà. Alors, j'ai utilisé un patron pour faire ce sac, un patron que je vais aller chercher parce que je l'ai oublié.
Il s'agit d'un patron de Grainline Studio qui s'appelle Field Bag. Voilà, c'est un sac à projet. Ça fait un petit bout de temps que je l'avais vu, ce petit modèle, et en fait je le trouve vraiment très sympa. Je l'ai acheté il y a un petit bout de temps, et en fait j'ai très envie de me faire des jolis sacs pouf pouf de me faire des jolis sacs à projet, puisque j'ai des restes de tissu ou alors des coupons de tissu, notamment des jolis coupons de Liberty de chez Rosaline et Suzanne. Et du coup, ce sont des coupons dans lesquels je n'ai pas forcément de quoi faire une pièce de vêtement, ou que j'ai pas forcément envie de porter en vêtements, mais dont j'ai très envie de profiter. Et en fait, comme j'ai toujours un tricot en cours, je trouve que les sacs à projet, c'est super en fait pour ça, parce que ça permet justement de pouvoir profiter d'un très beau tissu et d'en profiter régulièrement, que ça soit pas juste temporaire, c'est-à-dire le moment où voilà, on va utiliser ce petit objet. Donc ce patron, il est vraiment très sympa, donc c'est très bien expliqué. La seule chose, c'est que les mesures sont données en inch. Enfin en yard et en inch, ce qui fait que quelquefois c'est pas toujours facile, mais il y a des équivalents, on va dire. Donc il faut bien regarder, voilà, faut bien regarder les explications, aller vérifier dans les glossaires. Et voilà, c'est un patron américain, donc du coup les mesures sont vraiment données en yard et en inch. Donc il vous faut à peu près, je sais plus combien il faut de tissu, mais il vous faut des petits... en général dans des coupons ça passe plutôt pas mal. Donc là je sais plus quelle était la largeur du coupon, mais je pense que sur... attendez, je sais pas si je vais retrouver le... Ouais, c'est ça, il faut un peu moins d'1 mètre de tissu... un peu moins d'1 mètre de tissu pour faire tous les éléments en fait. Donc vous avez le tissu extérieur, mais vous avez aussi du tissu à l'intérieur. Alors je vais vous montrer, je vais vider le sac parce que j'ai des petites choses dedans que je vous montrerai après. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne finisse pas à perpète. Donc à l'intérieur, je vais vous le retourner, je vais vous montrer. À l'intérieur de ce sac, vous avez des petites poches. Donc vous avez une première grande poche comme ça. Donc c'est un petit tissu de chez Rico Design que m'a offert mon amie Élise dans un petit colis qu'elle m'avait envoyé pour la naissance d'Asilis. Et du coup, je trouvais qu'il allait super bien avec. On était un peu dans les mêmes tons. Voilà. Et donc de l'autre côté, on a... Hop, bon, ça s'est cassé la figure. Et de l'autre côté, donc je vous disais, on a une autre poche, mais là vous avez une poche un peu grande, et puis après vous avez des petites poches pour mettre par exemple un stylo, des aiguilles, voilà. Et donc en fait, comme vous pouvez le voir, c'est une seule pièce tout ça. Et je vais pas couper tous mes fils. Et en fait, ça vient renforcer un peu le fond du sac. Donc il y a un petit montage vraiment très sympa, hein, vous voyez sur le côté, là ça fait quelque chose de très propre. Ce sont des coutures anglaises qui sont utilisées pour faire les côtés du sac, donc c'est super propre. Et du coup ça rend aussi le sac un petit peu plus costaud. Voilà, et donc on vient retourner tout ça. On a une petite bande au-dessus qu'on vient normalement retourner, et que là du coup je n'ai pas retourné. J'ai fait un autre... voilà, j'ai fait la couture à l'intérieur. Normalement la couture se fait sur l'extérieur. On vient glisser un cordon et c'est plié. Donc c'est vraiment super. Alors moi j'ai fait une modification parce qu'en fait je n'avais pas assez de tissu en hauteur pour faire... Parce que je voulais que mes petits renards ils soient quand même tous dans le bon sens. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé ma pièce j'ai coupé la pièce en deux, j'ai rajouté 1 cm en dessous de chaque morceau pour faire ma couture, et du coup j'ai fait une couture juste en dessous que vous voyez ici.
voilà, en plein milieu, et qui me permet de pouvoir optimiser mon coupon de tissu et de pouvoir en profiter dans le bon sens. Et j'ai fait d'autres sacs, mais ils ne sont pas encore assemblés, donc je vous les montre pas parce que ça n'a aucun intérêt de vous montrer des morceaux de tissu disparates. Mais sur les autres, en fait, j'ai fait une autre modification qui est que cette pièce-là, en fait, je l'ai détachée, on va dire, du grand rectangle qui est censé former l'extérieur du sac. En fait, j'ai fait une bande en rajoutant à chaque fois 1 cm de plus pour faire la couture, qui me permet de pouvoir faire éventuellement ce petit revers d'une autre couleur dans un autre tissu. Donc ça, je vous montrerai parce que c'est pas le dernier que je ferai, je vais en faire d'autres. Et je vous montrerai ça, mais en tout cas, c'est un petit patron que j'ai trouvé vraiment sympa. Et puis alors l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez découpé les pièces et que vous avez fait le montage 1 ou 2 fois, après ça va beaucoup plus vite. Donc moi j'en ai découpé 2 ou 3 que je vais assembler petit à petit. Et du coup, ça va me permettre soit de faire des petits cadeaux, soit de les utiliser au fur et à mesure et de pouvoir utiliser aussi mes coupons de tissu. Et évidemment, on peut le customiser. Donc là, j'en ai un sur lequel je vais rajouter de la dentelle juste en dessous. Je pense qu'on peut mettre, du coup, après, on peut coudre un petit peu tout ce qu'on veut. Hein. On peut mettre faire du patch. Donc je suis vraiment super contente. Et la seule chose que je n'ai pas mise aussi sur celui-ci, c'est la petite sangle. Puisque là, vous voyez que ici il y a une sangle, donc je ne l'ai pas mise parce que tout simplement parce qu'en fait je ne pouvais pas faire le revers vers l'intérieur et mettre la sangle. Donc c'est pour ça qu'il faut que je le modifie un tout petit peu ce petit sac. Je pense qu'il va falloir que je fasse la modification que j'ai faite pour les autres, c'est-à-dire couper, on va dire en dessous de de ce qui sera la bande, et de refaire une petite couture pour que mon tissu en fait puisse se rabattre vers l'extérieur, parce qu'en fait la sangle vient se coincer sous la couture. Donc comme ça je pourrais le finaliser une bonne fois en changeant les cordons et en rajoutant une petite sangle, parce que du coup c'est quand même pratique, on peut passer la main dedans et puis du coup avoir le sac entrouvert pour tricoter, c'est bien. Surtout quand on tricote debout, ça m'arrive. Quand j'attends dans une file ou voilà, ou quand je peux pas m'asseoir, que j'ai mon tricot dans mon sac, je le sors, je mets la petite lanière autour de mon poignet, et puis du coup ça me permet d'avoir le fil qui sort du bon côté, et puis ça me permet d'avoir voilà, de pas le garder dans les mains, de pas être obligée d'être assise. Donc c'est un super petit projet. Voilà, que j'utilise souvent. Et puis en plus je me dis ça peut être pas mal pour faire un petit sac à pique-nique aussi. Enfin, donc je pense que je vais largement l'exploiter ce sac. Je vais en profiter. Et donc la transition parfaite, c'est de vous parler maintenant de tricot. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon petit sac à tricot? Un petit projet de colle. Alors, je vais rechercher le nom parce que je l'ai déjà oublié. C'est le Silver Birch Neck Warmer. Donc, c'est un patron gratuit de la marque Drops. Alors, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. Donc, c'est un petit col. C'est un petit neck warmer, en fait, ce qu'on appelle un chauffe-cou. Je sais pas, ouais, on va dire un chauffe-cou à la française. En tout cas, c'est fait pour être mis juste sous le manteau, et il va y avoir un col. Donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il me semble que je l'ai vu dans le podcast de 3615 Kumquat. Et il me semble qu'elle en avait fait un pour sa mère, et ça fait un petit bout de temps déjà. Et ce tricot n'est pas pour moi mais pour une collègue. Donc c'est une collègue qui a choisi la laine. Donc il s'agit de la base Arroyo qu'on a commandée sur le site de Madeleine Yarns. Et donc c'est un coloris chamarré
avec du violet, du vert, du jaune, il y a peut-être un poil de bleu, mais principalement jaune, violet et vert. Et ça donne ça. C'est super sympa. Alors là, les contrastes ressortent peut-être plus vifs que... ouais, ça ressort un peu plus vif que... Je pense que là, c'est un peu plus la vraie couleur. C'est vraiment sympa à tricoter parce qu'on a plein de petites couleurs au fur et à mesure des rangs. Et du coup, comme en plus c'est pas pour moi, bah, ça me fait d'autant plus plaisir de le tricoter que bah, je sais que la collègue pour qui je le fais va l'apprécier pour ses petits trajets en vélo quotidiens. Et puis du coup, elle va pouvoir avoir le visage au chaud. Donc on l'essaye au fur et à mesure, on regarde. Donc là, je vais finir le dos. C'est assez rapide à faire parce que là, j'ai déjà redétricoté une partie parce qu'on l'a rallongé un petit peu. J'ai deux écheveaux comme ça, je pense que j'aurai largement assez pour faire un col très haut qui puisse même éventuellement être complètement doublé. Et il devrait rester suffisamment pour faire un petit accessoire comme des mitaines ou un bandeau pour aller avec. Donc première en cours et du coup ça faisait la transition. Alors avant de vous parler de mes encours, je vais vous parler des objets terminés. Alors il y en a un que vous avez aperçu ici. Je vais tourner Georgette. Voilà. Alors, j'ai un chat qui s'est installé dessus. Voilà. Alors ça, c'est grâce à une des chattes qui s'est installée sur le châle pendant qu'il séchait. Donc il va falloir que je retire tout ça. Bref, je viens de le découvrir. C'est toujours sympa. Merci les animaux. Alors, je reprends. Donc, je vous avais montré, je pense que lors de mon dernier podcast, je vous avais montré, c'était un projet que je venais de commencer. Il s'agit d'un patron de Loli Lafay qui s'appelle le châle berlingot. Donc le châle berlingot, c'est un châle que j'avais dans ma bibliothèque et ce tricot n'est pas pour moi. Il est aussi pour une collègue. Alors, c'est elle qui a choisi le modèle. Je lui ai proposé de regarder dans ma bibliothèque Ravelry s'il y avait un patron qui lui plaisait, hein, parce que l'idée c'était d'utiliser aussi un peu ce que j'avais. Je ne l'avais encore jamais tricoté. Et donc elle a choisi le modèle berlingot, mais sans les petits pompons, parce qu'il y a un endroit, je ne sais plus où on peut rajouter des petits pompons. Je crois que c'est sur cette bande avec les naupes. Et donc voilà, je lui ai fait le châle tout simple, sans pompons, sans rien. Alors il vient juste d'être bloqué, donc il reste les petits fils qui dépassent. Et donc les petites surprises que me laissent mes poilus. Donc il va falloir que je rattrape ça avant de pouvoir l'offrir. Ah non, je pense que les petits pompons, ils doivent aller là parce qu'il y a des petits trous. Pour la laine, j'ai utilisé de la laine que j'avais dans mon stage depuis un bout de temps et pour lequel j'avais pas de projet particulier. Je pense que ça devait faire au moins depuis 2017 qu'elle était dans mon stock, cette laine-là. C'est un super joli coloris de Arcoiris Yarn. Je crois que le coloris s'appelle Cara. Enfin, en tout cas, il s'appelait Cara, parce que je ne sais pas si elle le fait encore. Sur une base single. J'avais 2 écheveaux. Et justement, 2 écheveaux, ça ne me permettait pas forcément de faire un pull, mais c'était parfait pour un châle et c'est tout à fait dans les couleurs de ma collègue. Donc du coup, je lui ai proposé je lui ai demandé si elle voulait choisir la couleur ou pas. Elle m'a dit qu'elle me laissait choisir. Je lui ai quand même demandé si des tons comme ça lui irait, donc des tons un peu tabac, caramel. Elle m'a dit oui, parfait. Et donc, elle ne sait pas à quoi il ressemblera finalement et elle ne regarde pas les podcasts, a priori. Donc, ça devrait rester une surprise. Pour la laine, ça n'a pas dégorgé. Donc, c'est de la single, j'en avais jamais vraiment tricoté auparavant. C'est moins retordu que la fingering classique. Mais du coup, ça fait un rendu vraiment sympa, ça
ça prend un peu d'aisance au blocage. Donc là j'ai fait un blocage peut-être un petit peu agressif ici, là pour que ça prenne bien sa forme. Voilà, ça va se redétendre après au porté. Là il est vraiment tout juste bloqué. Ce modèle a plusieurs sections. Donc on commence la construction par un garter table. Donc je ne sais plus comment on appelle ça en français. Je ne sais pas s'il y a un nom équivalent. Donc en fait on tricote quelques mailles en haut, ça fait un petit rectangle. Et puis après on commence à faire le châle en triangle comme ça. Donc on a ce joli petit point velvet qui est un peu la marque de fabrique de Lolita. Ce petit point velvet là qu'on va retrouver sur toute la ligne centrale avec un petit jour sur le côté. Et on va voir ensuite plusieurs sections. Donc une première section avec ce petit motif de dentelle, ça fait comme des petites fleurs. Des petites sections de point mousse. Une section avec des petites bandes du point velvet, ici. Une section avec des petites naupes. Et de nouveau, une grande section de dentelle. Alors, c'est pas forcément un modèle qui s'adresse aux débutants, sauf si vous voulez vous lancer dans la dentelle. La seule chose, c'est que il faut pouvoir placer correctement le motif, donc c'est pas toujours évident. Mais si on est motivé, a priori, il n'y a pas vraiment de problème. En gros, il faut savoir faire un jeté, des mailles en droit, des mailles en vert, et après, il y a des petites naupes. Donc ça, c'est pareil, ça peut être, c'est pas évident pour un tout premier tricot, mais si on a déjà tricoté autre chose et qu'on a envie de se lancer un petit défi, c'est pas impossible à faire. Ça demande juste un petit peu de minutie pour bien comprendre le fonctionnement, et puis après, comme on les répète régulièrement sur le même rang, ça finit par rentrer, et puis on trouve plein de tutos. De tutos sur YouTube, et je pense que Lolita a dû faire aussi des vidéos exprès pour les techniques qu'elle aborde dans ses patrons, pour qu'on puisse justement s'entraîner, voir vraiment comment il est fait au pas à pas. Donc vraiment, voilà, c'est pas... Je dirais pas que c'est un tricot débutant, loin de là, mais si on est un petit peu motivé, on peut se lancer. Donc je suis très très contente du résultat. Je le trouve vraiment très très joli, la laine est vraiment chouette. Hein. Du coup là maintenant je vais rentrer ce satané fil que j'ai vu dépasser, et je vais pouvoir l'offrir à ma collègue. Donc, voilà. Du coup, ça va m'énerver maintenant que je l'ai vu. Je vais avoir envie de le remettre en place tout de suite. Bref. Donc premier tricot terminé. Ensuite, alors, un tout petit projet que j'avais commencé, c'était une petite paire de chaussettes pour Asilis dans les mini de chez Squirrel Yarn. Alors, vous allez voir que là, il y a une différence de... Alors, c'est clairement une différence de bain. En fait, j'ai fait un petit béguin... le petit béguin Mimi que je vous avais montré, celui avec les oreilles de lapin qu'Asilis porte tous les matins. Elle est trop mignonne avec ses grandes oreilles qui tombent là, mais qui commence à être trop petit, et que du coup je vais devoir, il va falloir que je fasse mon deuil et que je lui tricote la fameuse cagoule que j'ai vue chez Mélanie. C'est Made by Meldad, mais je pense que vous la suivez déjà. Mélanie a fait une petite cagoule avec des oreilles de chat, je crois que c'est la balaclava, quelque chose, que je trouve vraiment trop mignonne. Elle a fait ça pour ses enfants, et en fait je trouve ça super parce que donc ça couvre le cou sans avoir besoin de remettre une écharpe, etc. Et ça couvre bien les oreilles, parce qu'en fait le problème des bonnets, c'est que ça glisse, ça rebique, et surtout c'est facile à enlever pour des petits enfants qui n'aiment pas garder quelque chose sur la tête comme Asilis. Donc du coup je trouvais que la cagoule c'était plutôt pas mal, parce qu'une fois que c'est en place, c'est en place. Donc du coup je pense que je vais tenter ça.
Bref, tout ça pour vous dire que de ce petit béguin Mimi, il me restait un peu de laine. Donc j'ai utilisé le coloris marron grillé de Squirrel Yarn. C'est un marron chaud, vraiment super joli, que j'ai vraiment adoré tricoter. Et évidemment, je me suis dit, il me reste un petit peu de laine, je vais faire des chaussettes. Sauf que maintenant, les chaussettes pour Azilie, c'est la taille 24 mois. Donc j'ai utilisé le patron Petit Peton de Tisserin Coquet, que j'ai déjà utilisé moult de fois pour les toutes premières chaussettes que j'ai tricotées pour Azilis. Mais là, j'arrive sur la dernière taille. Et en fait, je suis arrivée à court de laine. On voit bien la démarcation hein, ici. Et donc je me suis dit, j'aimerais bien voir la paire quand même. Et j'ai retrouvé dans mes mini un autre petit mini donc de marron grillé, mais c'est pas le même bain et ça se voit. Et ça se voit beaucoup à la caméra, mais ça se voit pas mal aussi voilà, en vrai. Il est un peu plus grisé en fait celui-là, mais ça n'a aucune importance parce que ma fille s'en fiche. Et parce que c'est surtout pour qu'elle puisse avoir les pieds au chaud, parce que nous sommes entrés dans la fameuse phase où la botte est le chausson préféré de l'enfant. Je ne sais pas si vos enfants ont fait ça, mais les deux miens, il y a eu la période botte. C'est-à-dire qu'en fait, on peut proposer toutes les chaussures qu'on veut, il n'y a que les bottes qui comptent. Et évidemment, ce sont des bottes moches, parce que c'était la toute première paire de bottes qu'on avait achetée, que mon mari a acheté en vitesse, et du coup, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et évidemment, voilà, c'est les bottes préférées. Celles qui étaient à paillettes, un peu sympa, elles sont trop petites. Donc du coup, ces petites chaussettes, elles vont permettre de garder ses petits pieds au chaud parce que les bottes en caoutchouc, c'est super, mais on a vite froid quand on fait des balades, donc voilà. Peu importe qu'elles soient un petit peu dépareillées. Et puis j'ai envie de dire, c'est aussi l'atout du tricot, c'est de pouvoir justement combiner des laines ensemble et puis sur des accessoires comme ça, ça fait un peu le charme du fait main. Donc c'est le modèle, donc dans Petit Peton, il y a 5 modèles, je crois que c'est le modèle C. C'est celui qui a donc une longueur de côte 1,1. Et moi je trouve qu'elles sont super mignonnes, celles-ci, quand c'est replié comme ça. C'est pour ça que je l'ai replié d'office. J'avais beaucoup aimé la faire, je crois que j'en avais fait pour le petit Archie de Elise, Stitches, pour sa naissance. Et en fait, j'en avais fait pour Azilis, et en toute petite taille, en taille naissance, et je trouve que c'est super sympa replié comme ça. Puis ça tient chaud à la cheville, ce qui ne gâche rien. Donc, deuxième objet terminé. Ensuite, j'ai terminé un petit slip-over. Alors, ça ressemble à rien, il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué et il manque encore une finition. Il s'agit du Hobbiton Vest de Fable Knitwear, qui est une créatrice norvégienne. Et j'avais très envie de me faire un petit veston, parce que du coup je crois que c'est comme ça en français, on appelle ça aussi slip-over, on en voit beaucoup, c'est très à la mode en ce moment. Et donc j'avais très envie de me faire un petit veston vert, sachant que au Ch'ti Bazar, j'avais acheté à Ludivine, donc à Arcoiris Yarn, un écheveau de cette belle laine, dont évidemment j'ai oublié le nom, je vous le mettrai en bas. C'était un vert noir profond. Je cherchais cette couleur depuis longtemps pour aller avec une jupe en jacquard que je vous avais montré, je pense, dans un des premiers podcasts de l'année dernière. En fait, c'est une jupe en jacquard que j'ai portée pas mal cet hiver, enfin que je porte pas mal cet hiver, mais avec mon pull génoise noir. Mais j'avais très envie d'un pull vert pour aller avec, sauf que c'est un vert très particulier sur ce jacquard, parce que le jacquard, c'est un tissu qui mélange plusieurs couleurs de fils. Et sur celui-ci, on a du noir, du vert foncé et du doré. Et en fait,
j'ai essayé de chercher des couleurs qui iraient avec le doré par exemple et ça marchait pas. En fait, je reste vraiment sur des couleurs sombres. Le noir va très bien, mais j'avais envie de porter aussi un autre pull que mon génoise que je porte un peu à toutes les sauces. Et donc, je me suis mise à la recherche d'un vert profond, mais qui soit de la même teinte que mon jacquard. Donc, mission quasi impossible, mais le miracle est arrivé et j'ai trouvé ce magnifique coloris chez Arcoiricia. Donc, je vous mettrai le nom parce que je l'ai oublié. En gros, c'est un noir, un vert avec des nuances noires. Donc, il est parfait. Je l'ai doublé avec le mohair forêt de Loli Lafay, qui est le vert le plus approchant que j'ai pu trouver pour aller avec, qui modifie légèrement la couleur. On voit un peu moins le noir et du coup il y a un peu de blanc qui se mêle parce qu'il y avait, il y a le fil de soie, on le voit, ça donne du coup un peu plus de lumière. Et en fait j'ai une robe avec un très joli motif, de champignons, un peu forêt comme ça, et c'est pour cette robe que j'ai fait ce petit veston. Donc ça tombait bien, j'avais 7 écheveaux qui étaient d'un autre bain que ceux que j'ai commandés à Ludivine par la suite parce qu'elle n'avait plus de quantité pull. Donc j'ai gardé 3 écheveaux pour faire un pull pour aller avec ma jupe en jacquard, et il me restait cet écheveau tout seul et je m'étais dit que soit je ferais un accessoire, soit, miracle, je pouvais faire rentrer ce veston dans un écheveau. C'est ce que j'ai fait. Alors, donc ce petit veston, il est en point de riz, il se commence du bas vers le haut, donc on commence par tricoter en rond, et puis ensuite on sépare devant, dos, on fait les devants, on fait un col en V, donc on s'arrête, on met les mailles en attente d'un côté, on fait le premier demi-devant, le deuxième demi-devant, et on vient ensuite faire les bretelles, et on remonte les mailles derrière et on récupère, je crois. Il me semble que c'était comme ça. Je ne me rappelle pas avoir fait de grafting. J'ai peut-être fait un grafting. Ah oui, si, j'ai fait un grafting. J'ai fait un grafting. Donc on fait un grafting. Voilà. Donc ensuite, on vient faire des petites côtes pour finir les manches. Donc vous voyez, j'ai encore rien rentré, il n'est pas bloqué. Et on vient faire des côtes pour finir l'encolure et on vient tricoter une fausse patte de boutonnage. Donc c'est ça qu'il faut que je solutionne là maintenant. Donc il faut que je mette ma patte de boutonnage vers... Oula, ça ressemble à rien. Hop, comme ça. Donc il faut que je mette ma patte de boutonnage vers la gauche. Donc j'ai gardé une longueur de fil parce que je ne sais pas encore si je vais le coudre. J'ai peur qu'en le cousant complètement, ça aplatisse complètement la patte de boutonnage. Et je vais d'abord essayer de coudre des boutons en prenant la fausse patte de boutonnage dedans. Et ensuite, je couperai le fil si j'en ai pas besoin. Je m'en servirai au moins, je pense, pour faire un petit point en haut pour que ça ne rebique pas et peut-être un petit point en bas aussi. À voir. Ce modèle donc est disponible en anglais et en norvégien. Je me suis fait une petite frayeur. En fait, c'est le même fichier, je crois, pour les deux langues. Et les premières pages étaient en norvégien. Et je me suis dit, oulala, ça va être un peu compliqué. Je peux essayer d'utiliser Google Translate, mais je me sens pas super... voilà, je me sens pas super à l'aise de tricoter en norvégien. Et en fait, je me suis rendu compte en descendant un peu les pages que le modèle était ensuite en anglais. Donc c'est un modèle qui est assez simple à faire. Alors, j'ai dû faire une modification, puisque ce modèle se commençant par le bas et étant plutôt crop, donc il arrive vraiment à la taille. Donc moi je l'ai peut-être un tout petit peu rallongé par rapport aux mesures indiquées dans le patron, mais sachant que ce sont des mesures indicatives et qu'évidemment elle vous dit de rallonger un peu si vous avez besoin, bref. Je l'ai rallongé un petit peu pour qu'il arrive vraiment à la taille, qu'il soit au niveau de la taille de la robe au moins. Et la difficulté, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, mon tour de taille n'est pas le même que mon tour de poitrine en termes de gradation. Donc en fait, j'ai été obligée de faire un petit micmac et j'ai été obligée, ce qui est un peu hallucinant, de faire un montage qui équivalait à la taille XL pour la taille, pour être sûre de pouvoir le passer sans que ça me boudine la taille.
Et ensuite, j'ai essayé de faire des diminutions, donc là j'ai bricolé pour faire en sorte de retomber sur mes pattes et d'avoir le nombre de mailles qui collait à mon tour de poitrine, c'est-à-dire une taille S ou M, je ne sais plus, j'ai plus le patron sous les yeux, mais si jamais vous voulez voir tous les détails, j'ai oublié de le préciser avant, j'essaie de tenir mon Ravelry à jour, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Je mets pas forcément tout en détail, c'est-à-dire que là j'ai dû préciser. Quand je fais des modifications, des choses comme ça, j'ai tendance à le préciser, mais je suis pas sûre. J'irai vérifier, je vais essayer de tenir mes fiches un petit peu plus, enfin de mettre plus de détails dans mes fiches. Dans tous les cas, ça vous renvoie au moins vers le patron. Je mets en général la taille que j'ai faite et souvent il y a la taille d'aiguille. Si j'indique pas la taille d'aiguille, c'est que c'est la taille recommandée par le patron. Voilà, mais si jamais j'ai changé, je l'indique. Bref, du coup j'ai fait un bidouillage et bon, j'ai fini par retomber sur mes pattes, mais c'était un peu, c'est vrai que c'était un peu surprenant. Heureusement, je l'ai essayé un peu au fur et à mesure. Donc là, je vais le bloquer parce que j'ai l'impression qu'il est... Mon V est pas tout à fait centré. Enfin, donc il faut que je le bloque. Mais en tout cas, j'ai hâte de le porter et ça, je pense que ça va être vraiment très sympa. C'est très doux. Le mohair est vraiment super doux. Et voilà, il faut, enfin là, je voudrais vraiment en profiter. Je pense qu'il sera parfait aussi pour le printemps. Et voilà, je vous montrerai ce que ça donne. J'essaierai de quand même de refaire des photos avec mes tenues. J'aimerais beaucoup pour vous partager un peu ça. Donc voilà, le Hobbiton Vest de Fable Knitwear. Ensuite, j'ai tricoté un accessoire qui est un béret. Alors, c'est le béret Velvet de Loli Lafay que j'avais déjà tricoté parce que j'avais reçu ce patron dans la box de Mélanie du fil à retordre box et je suis abonnée à la Tricoté Box. Donc régulièrement vous voyez passer en introduction quelques images dans lesquelles je vous dévoile un peu le contenu de la box au moment où je l'ouvre, donc on le découvre ensemble. C'est une box dans laquelle vous avez un patron, un écheveau ou des pelotes pour réaliser ce patron, des petites gourmandises, le tout local avec un petit thé. Et donc c'était il y a 2 ans je pense, Lolita et Mélanie avaient proposé le patron du béret Velvet dans la box avec donc de la laine de Yarnely. Et c'est ce béret, depuis que je l'ai tricoté, je le porte très 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 souvent. C'est-à-dire que si je le porte pas tous les matins, je le porte quasiment, voilà, quasiment un jour sur 2. Dès qu'il commence à faire froid, en fait, je le trouve parfait parce que il permet de bien couvrir les oreilles. En fait, en termes de profondeur, il me correspond très très bien. En fait, je me suis rendu compte que je ne porte pas de bonnet parce que ça rebique. Alors, soit c'est parce que mes cheveux, je sais pas, il y a trop de cheveux en bas, ça remonte. Soit je suis coiffée. Et du coup, mettre un bonnet, c'est compliqué parce que quand je me fais un chignon ou un chignon tressé, bah, du coup, j'ai des épingles qui s'accrochent plus ou moins dedans. Et puis alors, du coup, quand j'enlève ça, bah, je ressemble à l'as de pique. Alors que le béret, je vais vous montrer. En fait, bon, déjà, je peux le placer. Mais c'est surtout que je peux bien le mettre sur les oreilles. Et surtout, si je suis coiffée, je peux rentrer les cheveux à l'intérieur. Et du coup, je trouve que c'est très bien. Donc ça fait un peu comme un bonnet slouchy, mais du coup, vous voyez, là, mes oreilles sont vraiment bien bien couvertes. Et en fait, j'apprécie ça parce que le matin, j'ai froid aux oreilles. C'est pour ça que je mets un chapeau. C'est agréable d'avoir le haut de la tête au chaud, mais c'est agréable aussi d'avoir les oreilles au chaud parce que moi, je me suis rendu compte que je me refroidis beaucoup par les oreilles. Je sais pas si ça vous fait ça. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites partie de l'équipe oreilles froides. Mais voilà, en gros, moi j'ai vraiment besoin d'avoir les oreilles couvertes, sinon je continue à avoir froid et avoir
un bonnet qui rebique ou voilà, qui remonte, en tout cas qui dégage les oreilles, ça n'a aucun intérêt pour moi. Alors, ce béret velvet, si vous n'avez jamais vu ce modèle auparavant, donc c'est un petit modèle qui est très sympa, avec des côtes en point velvet, d'où son nom, un point de semis pour le corps du béret, une couronne de diminution qui intègre le point de semis et une petite, queue qui vient finir votre béret. Pour cette version, j'ai rajouté une petite pampille de Lolita. C'était sa collection douceur d'automne en fait. Je me suis dit que ça serait l'occasion. Et une petite étiquette, Loli l'a fait. Voilà, comme ça on est raccord jusqu'au bout. Et pour la laine, j'ai utilisé la laine de Lolita, puisque dans une des boxes du fil à retordre, il y avait 3 pelotes, une couleur antique, une couleur kaki, une couleur beige. Et en fait, le petit cholette qui était le modèle proposé avec, je savais que je le porterais pas avec ces 3 couleurs là, donc en fait je me suis dit que j'allais utiliser les pelotes individuellement pour faire autre chose, des petits accessoires, et du coup ce béret tient dans une pelote de fingering et une pelote de mohair. Donc j'ai utilisé la pelote du coloris antique, j'ai complété par une pelote de mohair que j'ai prise au Ch'ti Bazar, et du coup j'ai un nouveau béret velvet que j'alterne avec mon précédent. Donc petit modèle super sympa. C'est tout pour les projets terminés, enfin les objets terminés. Et donc il me reste à vous partager mes en cours. Alors, le premier que je vais vous partager, ça sera très rapide, c'est juste pour vous montrer le coloris. J'ai des écheveaux autorayants du bruit des aiguilles et je viens de monter un nouveau tube. Donc j'en ai fini un pour Noël que je ne vous ai pas montré ici, c'est le coloris The Angels Have the Phone Box, je crois, que j'ai tricoté pour mon mari et qu'il a porté et que je n'ai pas trouvé pour vous montrer, mais je vous les montrerai à l'occasion. Et là j'ai monté un tube avec le coloris Compension, je crois que ça s'appelle comme ça, compension, je crois que c'est le même mot en français. Je vous invite à aller voir la définition parce que je crois que j'avais été voir et j'ai déjà oublié ce que ça voulait dire. Mais voilà, c'est un mot que je connaissais pas, mais en gros, on a un joli jaune, un beige, un rose et un vert très clair, qui ressort pas beaucoup ici, c'est très subtil. Voilà, c'est un vert d'eau vraiment très clair. Donc en fait, j'ai décidé que dès que je finissais un tube, je faisais un autre tube parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas mal. Qui tiennent dans un petit sac à projet. Voilà. En fait, j'ai plusieurs écheveaux de laine autorayante. Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour en tricoter un régulièrement. Ça serait un peu... c'est pas un vrai en cours, hein, parce qu'un tube à chaussettes, ça compte pas vraiment. Mais ça, c'est parfait pour les transports en commun, parce que c'est... Donc, je le fais sur des mini-circulaires de Xiaogu. J'ai la petite pochette rouge. Voilà, j'ai celle-ci, là. Et donc, du coup... là j'ai le cake, je pense qu'il me reste encore quelques rayures. Et puis après j'ai le contrastant, voilà, qui est un vert d'eau très clair. Normalement le vert est vraiment le même, mais je crois qu'il ressort pas beaucoup en fait parmi les autres couleurs, mais sinon c'est un vert comme ça. Donc ça c'est voilà, au long cours. Ensuite, alors, je voulais vous parler du projet suivant, qui est un projet en duo avec mon amie Elise Stitches. Il s'agit de la Nectar Blanquette de... Je vais vous donner le nom de la créatrice. Et il me semble que c'est Isolda Tig. Donc, c'est un projet... ça va être un projet au long cours. L'idée, c'était d'utiliser les mini que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent. Donc j'avais pris un calendrier de l'Avent en
en 2021, le calendrier de l'Avent de Yarneline en 2021, et Noël dernier, enfin pour Noël dernier, j'avais pris le calendrier de l'Avent de chez Wool & Kane. Donc ce sont j'adore ces calendriers de l'Avent, je trouve ça tellement beau tous les jours d'ouvrir une petite boîte et de découvrir un coloris magnifique. Mais le problème, c'était de les utiliser. Pour le calendrier de Yarneline, il y avait un modèle qui était proposé avec, qui était une grande étole, qui était, je crois, l'étole d'automne, qui est un très joli modèle, mais en fait, je ne me voyais pas utiliser toutes les couleurs pour faire ce modèle-là. Et donc, j'ai cherché ce que je pouvais faire, et ça fait un petit bout de temps que j'ai en tête de faire une couverture tricotée. Mais sans m'être encore lancée, parce que je cherchais un petit peu. Je trouve que la memory blanket, c'est sympa, mais comme ça oblige à faire tous les petits carrés, finalement un peu les uns à la suite des autres, j'étais pas encore sûre. Bref, j'étais en recherche. Et je suis tombée sur ce modèle, donc la Nectar Blanket. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, il est possible que j'ai été légèrement influencée par la couleur du modèle. Légèrement. Voilà, donc c'est un modèle qui se présente comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer une photo peut-être d'un peu plus près. Comment je vais pouvoir vous montrer ça? Voilà, je crois que je vais faire un... Donc, ça fait des hexagones, des triangles et des triangles avec un motif un peu d'étoiles ou de fleurs. Pour moi, ça ressemble un peu à des étoiles ou à des fleurs, franchement, l'un ou l'autre. Et donc, il y a plusieurs possibilités dans ce modèle. C'est-à-dire qu'on peut utiliser plusieurs tailles de fils différentes. On peut fabriquer une couverture avec des dimensions variables. En fait, tout va dépendre du nombre d'hexagones que vous allez faire et du nombre de triangles que vous allez faire pour pouvoir combler les trous. Puisqu'on va placer les hexagones et les petits triangles vont venir fermer les trous entre les hexagones pour former un rectangle. Alors, pour chaque hexagone, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, ça donne ça. Donc, j'en ai 5. Alors, j'en ai fait 2 autres, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas lu le patron en entier. En fait, il y a un diagramme à suivre et j'avais mal vu parce que les explications sont en colonne comme ça. Et en fait, j'avais mal vu l'ordre des explications. Et en fait, j'avais zappé une partie du motif, ce qui fait que je me retrouvais à n'utiliser que 6 grammes de laine, alors qu'en réalité, il me faut 11 grammes pour faire chacun de mes hexagones. Alors, ce que j'ai fait, vous voyez les petites pendules comme ça. Donc, c'est que dans les écheveaux, dans les mini du calendrier, en fait, il y avait le coloris, en fait, n'avait pas de nom, mais s'appelait l'automne avec un numéro. Donc là, c'est l'automne 2. Donc vous voyez qu'en fait, c'est une sorte de fade. Je vais essayer de regarder, voilà, dans le bon ordre. Donc, la première couleur, c'est celle-ci. Donc, c'est une espèce de jaune un peu caramel, ou un caramel plutôt. Ensuite, on a le numéro 2, je crois que c'est celui-là. Voilà. Le 2, c'est un peu plus clair. Donc là, ils ne sont pas encore bloqués, mais on voit bien l'étoile. Donc moi, j'avais complètement oublié de faire... Enfin, ce qui me manquait dans mes premiers, c'était toute la bordure en point mousse et puis les petits rangs de préparation. Donc j'avais que l'étoile, ce qui ressemblait à rien. Enfin, rien. Si, ça ressemble à une étoile, mais du coup, pour l'assembler, plus compliqué. Ensuite, donc, nous avons 5. Je pense qu'après, c'est dans l'ordre. 4 et 3, voilà. Ensuite, on a celui-ci. Celui-là.
et celui-là. Donc là, les 3 derniers sont assez proches en termes de coloris. Le 5e est plus clair. Et donc après, il me reste des petites boulettes comme ça. Donc je pense que je vais ensuite faire un test d'un mini triangle et d'un triangle plus grand pour voir combien de laine il me faut pour faire chacune de ces pièces. Et du coup, je pense que j'utiliserai la fin des petits des mini pour faire justement ces parties-là en gardant mes 11 grammes pour faire des voilà, des grands coloris comme ça. Alors, sachant que je crois qu'il me faut 27 hexagones comme ça pour faire la plus grande taille. Et ensuite, on a une bordure d'une autre couleur. Et donc, il y avait aussi un grand écheveau de coloris beige, enfin un coloris clair. Donc, je verrai si je fais les bordures comme ça ou si je prends une autre laine pour le faire. C'est super sympa à faire, ça va assez vite. En gros, je fais un hexagone sur une soirée. Donc de 2 heures, on va dire 2 petites heures de tricot, quelque chose comme ça. C'est super doux. Les coloris sont vraiment sympas, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai là. Voilà. Donc là, il n'y a pas que le calendrier de Yardeline dans ce grand sac. En dessous, il y a mon calendrier Woolly Skein. Mais je vous mettrai des photos de mes 2 calendriers pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Donc vous voyez que ce sont des coloris vraiment automnaux, ça va vraiment du jaune jusqu'au marron. Et moi je ne me voyais pas porter une étole dans ces coloris-là. Mais par contre, je trouve que sur la couverture, ça va être super sympa. Et les couvertures, j'en suis friande parce que j'ai mon fauteuil jaune, ça ira trop bien dessus. Et sinon, on a un canapé gris, ça ira très bien dessus aussi. Et surtout, moi, le soir, ou dès que je me mets un peu à tricoter, et surtout là, en ce moment, il fait quand même pas super chaud, je suis bien contente de pouvoir mettre un plaid sur mes jambes. Donc, voilà, je vais continuer petit à petit. Donc en fait là j'accroche, si vous demandiez, en fait je laisse la petite étiquette accrochée parce que ça me permet de savoir dans quel ordre je les ai tricotés. Et en fait ça me permettra de faire la couverture un peu dans l'ordre du calendrier. Puisque je crois, donc il m'en faut 27, j'ai eu 24 mini, à peu près, non, ou 22 ou 23 mini. Et donc en fait l'idée c'est de faire au moins un hexagone dans chaque mini et puis de conserver les autres et éventuellement de compléter. Parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de petits mini et que je pense j'ai de quoi faire une autre couverture comme ça mais dans des tons verts et j'ai bien envie de regarder un petit peu quand j'aurai fini celle-ci, de regarder un peu ce qui me reste et de faire une autre couverture parce que je trouve que vraiment le motif est super sympa à faire. Alors, pour le faire, il faut faire un montage invisible, circulaire. En gros, pour celles qui font du crochet, c'est un anneau magique. Sauf que ensuite, on tricote, quoi. On ne crochette pas et on garde les mailles sur le crochet. Donc, moi, je le fais avec des aiguilles double pointe. Alors, c'est pas ce que je préfère, mais du coup... comme j'ai réussi à comprendre comment ça marche, je suis restée avec ça. Et normalement, pour la fingering, il me semble qu'il faut des aiguilles en 2,5 et je n'ai pas de double pointe en 2,5. J'avais pas envie d'acheter des aiguilles exprès parce que je ne me sers pas des doubles pointes autrement que pour ça. En fait, je crois que je les avais achetées pour faire des chaussettes au début. Et en fait, pour les chaussettes, je n'utilise que mes circulaires en Magic Loop ou des mini circulaires. Donc du coup, ces doubles pointes, acheter des doubles pointes, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi parce que je ne suis pas sûre de les utiliser par la suite. Voilà pour ce premier projet qui sera un projet vraiment filé, il n'y a aucune urgence. C'est super addictif, mais du coup j'en fais un par jour. Une fois que j'en commence un, je le finis. Je le laisse pas en plan parce que c'est pas évident de reprendre après, de se souvenir où on s'est arrêté. Donc j'aime bien le finir, mais du coup je me laisse le temps pour le réaliser. Voilà. Et s'il est fini au printemps, il est fini au printemps et je serai très contente de l'utiliser. S'il est fini cet été, tant mieux, il sera fini, je vais pouvoir le bloquer, je vais pouvoir le laisser sécher, etc. Et il sera prêt pour l'automne-hiver. Et voilà, pas de pression du tout. Et je suis très contente, je m'en lasse pas. Le fait de changer de couleur aussi, finalement, ça permet de refaire la même chose mais en différent. Donc vraiment super. Je vous recommande ce patron. Et si jamais vous êtes tenté,
pourquoi pas, ça pourrait être un peu un truc collaboratif. Mais là, je le tricote donc avec Élise. Mais si ça vous tente de vous joindre à nous, eh ben, on pourrait aussi se faire une sorte de cale autour de cette couverture, de ce modèle de couverture. Et on pourrait de temps en temps faire on pourrait trouver un hashtag et puis se partager de temps en temps. Et puis ça serait aussi l'occasion de vous, voilà, moi de partager vos photos sur le podcast quand j'en tourne un. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous tente, hein, parce que du coup il n'y a pas de limite dans le temps. Et puis moi je pense que j'en ferai une deuxième si je peux, parce que donc j'ai acheté le patron, c'est pas un patron gratuit, il n'est pas excessif, je me rappelle pas du tout du prix, mais enfin, si je peux le regarder parce que c'est un patron qui coûte 6 pounds. Et qui fait partie d'un e-book. Mais moi j'ai acheté juste le patron de la couverture. Et en fait, comme il y a beaucoup de variables, je me dis ça pourrait être très sympa pour faire un cadeau de naissance par exemple. Et c'est très bien pour utiliser ces restes, hein, parce que je vous dis, moi j'utilise 10 grammes. Il me semble qu'Élise n'utilise que. J'utilise 11 grammes, pardon. Élise en utilise que 10, il me semble. Et, en fait, voilà, pour utiliser les restes, ça peut être un bon plan, sachant que après on peut les placer un peu comme on veut. Et comme on les assemble après coup, au final, c'est pas trop gênant si vous avez juste un petit. Et puis je me dis, en fait, ça peut aussi faire une sorte de petit napperon ou de sous-tasse. Enfin, voilà. Si jamais vous avez envie de vous joindre à nous, n'hésitez pas à me laisser un petit message et puis de me partager peut-être votre compte si vous avez un compte sur Instagram. Et à ce moment-là, si je vois qu'on est quelques-unes, je vais essayer de mettre en place un hashtag et puis on pourra peut-être lancer un cal, on pourra peut-être lancer aussi un cal sur Ravelry, pourquoi pas, pour échanger un peu, pour se montrer nos photos. Enfin, voilà, en tout cas, ça pourrait être sympa, de faire un projet un peu ensemble comme ça. Donc n'hésitez pas, si ça vous tente, faites-moi signe dans les commentaires ou sur Instagram si vous voulez, mais dans les commentaires c'est pas mal aussi. Alors, j'ai un autre en cours, puisque là, pareil, j'ai envie de châle, j'ai fini un châle qui n'est pas pour moi, je me suis dit, je vais monter un nouveau châle. Alors, c'est un modèle que je vous ai déjà présenté, c'est le Boho Blush de Dre Rini Knits. Bon, c'est Dre Rini Knits. En gros, c'est un châle avec des toutes petites sections en brioche, des sections de dentelle. Alors moi, je ne ferai pas les franges, comme pour la version précédente. C'est pas un truc qui me plaît particulièrement. Et en fait, donc celui que j'avais fait, je l'ai offert à ma belle-maman et j'avais très envie d'en faire un pour moi. Et j'ai craqué sur un superbe coloris de Squirrel Yarn qui est... je vous montre, hop, petite étiquette de Lisa. Voilà, Squirrel Yarn. C'est le coloris Pivoine. Donc Pivoine, c'est un genre de violet un peu fuchsia. C'est pas du tout dans les couleurs que je prends d'habitude, en fait, c'est un peu plus rose. D'habitude, je prends plutôt du bordeaux, mais je le trouve vraiment super beau. Donc là, j'ai 2 écheveaux, j'en ai un troisième. En fait, j'envisage de faire ce Boho Blush et de faire un béret pour aller avec. Donc je l'ai commencé le week-end dernier, je crois. Je le tricote un petit peu au fil de l'eau. L'avantage, c'est que là, il n'est pas encore trop grand, donc c'est un projet plutôt sympa à emporter. Il ne prend pas encore trop de place. Et donc, j'ai commencé la première section de dentelle. Donc là, j'ai fait section de point mousse, la première section de brioche, point mousse, dentelle. Voilà, donc là, c'est la première... je suis en train de faire la première répétition. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Donc voilà, ça, je reviens pas trop sur les détails parce que j'en ai déjà parlé auparavant. Donc du coup, là, à part la laine et voilà, vous montrer un peu où j'en suis. J'ai pas grand chose à en dire de plus, donc c'est un modèle que je trouve vraiment super sympa. Alors ce qui est chouette, c'est que maintenant que j'ai déjà fait un peu de brioche, c'est beaucoup plus facile de faire celle-ci. J'ai juste eu à regarder très rapidement un tuto pour me souvenir comment on passe par-dessus. Mais du coup, là, j'ai fait aucune erreur sur celui-ci. Je me suis mis un petit marqueur
pour distinguer l'endroit de l'envers. C'est un petit rouge-gorge avec un bonnet de Noël. Je crois que c'était aussi dans une petite box de bleu de toile. Si jamais, je vous le remets en bas si je me suis trompée. La petite créatrice dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait aussi des petits accessoires de broderie. Donc voilà. Ah oui, si il faut que je vous montre. Et j'avais aussi cela. Pareil, c'était la petite collection d'hiver. On dirait des petits bijoux. Donc j'ai celui-là pour la bordure et de l'autre côté, j'ai celui-là. Avec une petite lune et une petite perle. Super joli, j'adore. Ça fait partie des petits plaisirs. Quand on tricote, j'adore ces petits accessoires. Voilà. Donc, projet au long cours. Pareil, il n'y a aucune urgence. C'est pour moi. Ça sera plutôt pour le moment où les températures seront un peu moins fraîches. Hein, parce que là, globalement, le seul châle que je porte, c'est mon châle Blossom de Longue avec Anna, qui est en Aran. Du coup, il est bien chaud, bien enveloppant. Et voilà. Là, c'est mieux que de la fingering. Enfin, moi, j'ai un peu trop froid avec la fingering. Le dernier concours que je voulais vous montrer, c'est un pull de Loli la Fée. C'est le pull millefeuille. Donc celui-là, c'est pareil, ça fait un bout de temps que je voulais le faire. J'avais la laine, j'avais le patron, les étoiles se sont alignées. En fait, c'est un pull qui se tricote en diquet plus suri. Donc, en fingering et suri. Donc c'est un... Finalement, ça doit être un équivalent diquet, peut-être un peu plus, mais je dirais diquet. En fait, ce pull, je me suis décidée à le faire parce que il sera un peu chaud et il se tricote en aiguille 4 et 4,5. Donc ça devrait aller relativement vite. Et donc j'avais déjà bobiné les écheveaux parce qu'en fait, les tricopines lilloises avaient proposé un cal qui devait commencer en janvier 2021, je crois, sauf qu'en fait j'étais enceinte d'Asilis. Donc j'ai pas voulu commencer à tricoter un pull que je pourrais pas mettre dans la foulée, que je pourrais pas essayer. Donc en fait j'avais tout bobiné, j'étais prête à faire l'échantillon, mais le temps de le commencer, j'étais déjà trop rubiconde pour pouvoir passer dedans. Donc je l'ai laissé pour plus tard. Et là, je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire parce qu'il fait quand même relativement froid. Je vous apprends rien. Et surtout, j'ai un petit short châtaigne d'Irendo dans un tissu à carreaux gris et jaune. Et en fait, j'ai ce coloris de Yarneline. Donc, il me semble, il faut que je retrouve les étiquettes parce que comme je les ai bobinées il y a longtemps, les étiquettes, je les ai mises de côté, mais je les ai pas sous la main. Et il me semble que c'est le coloris Madame Casse-Pied. Donc c'est un très beau jaune, super lumineux. Et donc je lui ai pris de la figurine qui est très très dodue et de la suri. Et c'est d'une douceur à tomber. À tricoter c'est génial, mais à porter, je pense que ça va être top. Alors, je sais pas si vous voyez comme ça a l'air moelleux. On voit un petit peu les petits fils là de la suri. Alors la suri c'est un petit peu plus, c'est un peu plus épais que le mohair. Du coup ça donne vraiment un côté, on dirait presque de la harane. Hein. Alors le point il fait peut-être, mais donc le point c'est un joli motif de feuilles, hein, d'où le millefeuille. Donc là vous le voyez un petit peu. Ouais, là vous voyez un peu mieux. Donc là c'est un peu tout rabougri parce que je suis en train de le tricoter. Mais en fait, quand il sera bloqué, ça fera des petits festons sur le bas. Donc pour la construction, on commence par le bas du pull. Donc il est plutôt loose, avec des manches un peu tombantes. On le voit sur la photo là. Donc on a des épaules un peu tombantes, des manches fitées en jersey. Et en fait,
le devant et le dos sont en dentelle comme ça. Et franchement, ça va plutôt vite. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des marqueurs entre chaque répétition de motif pour ne pas avoir à me poser trop de questions. Ça, c'est un truc que je fais depuis un bout de temps maintenant. Pour la dentelle, c'est le meilleur moyen d'éviter de se planter. Et donc là, j'ai déjà fait une répétition du motif. Donc on a un diagramme. Là, j'ai fait une répétition de diagramme. Je crois qu'il faut que j'en fasse au moins 8, je crois, pour avoir à peu près la longueur de corps. Lolita recommande un blocage intermédiaire, ce que je n'ai encore jamais fait, donc ce sera l'occasion, pour vérifier la longueur du pull, s'assurer qu'il soit vraiment à la bonne taille. Donc je pense que je ferai ça. Ça permettra de voir le rendu, de commencer à bloquer un peu les festons en bas. Et puis on a sur le côté des petites mailles glissées, donc on les aperçoit ici. Et là, elles ne sont pas droites forcément parce qu'il y a le motif. Voilà, mais il y a 2 mailles glissées sur chaque côté qui vont se retrouver sous les bras, si j'ai bien compris. Et donc voilà, pareil, ça, je pense que ça va être mon projet, on va dire mon projet principal quand je suis à la maison. Mais comme vous pouvez le voir, donc là, il est dans un sac parce que j'ai les écheveaux. En fait, j'ai 4 écheveaux de chaque. Je pense qu'il va m'en rester parce que même si c'est un peu gourmand à mon avis, j'aurai quand même un beau reste. Donc en fonction de ce qui me reste, soit je ferai un accessoire avec. Voilà. Donc affaire à suivre. C'est tout pour les projets en cours, c'est déjà pas mal. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je pense que ça va être un podcast assez long. J'espère que ça vous plaira. Je peux pas vous promettre de revenir avant la fin du mois de février parce que là le montage risque de me prendre un petit peu de temps. Je vais essayer de faire au mieux, mais dans tous les cas j'essaie de vous poster ça dans le courant du mois de février. Je reviendrai probablement pas avant la fin du mois de février, mais je reviendrai en mars de sûr pour vous montrer la suite. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez vous joindre à nous pour tricoter la couverture, je vais remettre le nom, la Nectar Blanquette. Si ça vous tente, n'hésitez pas, laissez-moi un petit message. Et puis du coup, on essaiera de s'organiser un petit espace sympa si on est quelques-unes. Je vous souhaite un beau mois de février. Si vous prenez des vacances, profitez bien. Sinon, bonne continuation. Je vous souhaite une belle journée, soirée, bon week-end et je vous dis à très bientôt.